Joël, c'est difficile à le présenter. Joël revient de Biarritz, où non content de surfer sur les vagues, mais tu as été un des premiers surfeurs sur le net. C'est difficile à te décrire. Tu as été à la fois scientifique, tu es scientifique, bien sûr, prospectiviste, écrivain, docteur en sciences, conseiller du président de l'université, président de Biotics. Tu as été chercheur au MIT, tu as fait du venture capital, tu as écrit beaucoup de livres. Et je te fais un peu de promo. Il y en a un qui sort le 5 octobre qui s'appelle « Je cherche à comprendre ». Et tu nous en diras un peu plus d'ailleurs sur le titre. Et j'ai pensé que finalement, pour lancer le débat, avoir le recul que tu as, l'expérience que tu as, et toujours cette capacité à annoncer les tendances et la mettre dans un contexte non pas scientifique ou industriel, mais aussi humain, ethnologique. Donc d'avoir tout ce prisme très large, j'ai trouvé qu'on a pensé que tu étais la meilleure personne pour ouvrir le débat. Alors, j'ai une première question concernant la voiture. On a grandi avec la voiture. Au XXe siècle, ça a été une sorte de symbole des 30 glorieuses, de l'industrie, de la société de consommation, la signature sociale, la réussite, symbole d'indépendance aussi pour les personnes. Ça a été aussi un modèle de développement urbain, puisqu'on a pu développer les villes en dehors du centre. Alors, je vais te poser une question assez abrupte. Est-ce que tu penses que maintenant qu'il y a un avenir au XXIe siècle pour l'automobile? Attention, il y a beaucoup de professionnels ici. Aucun. La voiture de papa, c'est-à-dire une boîte à 4 roues avec un moteur et des sofas à l'intérieur, qui est une sorte d'extension de sa maison. On est dans une bulle, enfermé, dans sa bagnole, c'est fini. La voiture a créé l'automobilité. Maintenant, on va vers la nu-mobilité, c'est-à-dire le fait qu'on est dans un écosystème numérique. Les gens continuent à parler encore d'Internet. Internet, c'est fini, c'est derrière nous. Internet s'est intégré à un écosystème numérique, comme l'air que l'on respire, l'électricité autour de nous. Donc la voiture est dans cet écosystème numérique. Et du fait qu'elle est dans cet écosystème numérique, elle n'est plus seulement une boîte pour rouler, pour aller d'un endroit à l'autre avec un volant pour la diriger, mais elle devient un support multiservice. Un support multiservice, j'ai employé un terme peut-être un peu fort, la voiture va devenir comme une espèce d'énorme smartphone, avec un téléchargement d'applis, à la fois des applis pour le plaisir, des applis pour le loisir, des applis pour la sécurité, on en parlera bien sûr, mais aussi le fait que la voiture, on pourra la mettre à jour. Ça, c'est fondamental. En gros, ce que je voudrais dire par là, c'est que la voiture classique, on en a une, elle vieillit, on se dit, je vais vendre ma voiture d'occasion. Mettre une annonce papier, maintenant c'est sur Internet, mais en gros, on vend sa voiture d'occasion. Non, maintenant, il y avait un article dans le New York Times il y a une semaine là-dessus qui était très drôle, c'est « Update your car ». Don't sell it as a second-hand car, update it. C'est-à-dire qu'avec les logiciels, la voiture, en fait, elle a plus de millions de codes informatiques, c'est un ordinateur roulant. Il y a 100 millions de lignes de code en fait dans une bagnole, plus que le dernier Microsoft Windows. Il y a 20 millions de lignes de code. Donc une voiture, c'est une espèce d'énorme ordinateur roulant avec plein d'applis téléchargeables. Et surtout, je termine sur ta question, c'est la mise à jour. Plutôt que de changer de bagnole parce qu'elle est trop vieille, on la vend la voiture d'occasion, update your car. Et avec les télécommunications, les satellites et les moyens, des quantités de fonctions, sécurité, confort de conduite, atmosphère que l'on respire dans la voiture, images pour les enfants derrière, que sais-je, je peux en faire une liste, centaines, je ne vais pas le faire là, va devenir un outil rechargeable comme un smartphone. Donc, si j'extrapole un petit peu, c'est le nouveau hub familial personnel, la voiture intelligente. Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot voiture intelligente ou ville intelligente. C'est le nouveau hub familial qui se déplace? Alors, le hub familial, il se déplace de la maison vers cette future voiture connectée, comme on l'appelle, ou intelligente. Alors, je veux dire un petit mot de ce terme d'intelligent qui m'énerve. Smart car, smartphone, smart city, smart house, smart home, intelligence partout. Non, moi je veux qu'on réserve, pas exclusivement, mais qu'on réserve le terme d'intelligence à l'humain, qui a une intelligence émotionnelle, abstraite, capacité d'accéder à des données extrêmement profondes. Et pour moi, un objet ou un lieu intelligent, il correspond à 3 critères très simples. Il doit être proactif, interactif et en temps réel. Si un objet ou un lieu peut être qualifié de proactif
d'interactif et en temps réel, alors de manière plus courte, on peut dire il est smart ou intelligent. Donc la famille, le hub familial va se déplacer et surtout, alors là parlons de la ville intelligente, la voiture connectée dont on parle tellement, qui est une des voitures du futur, n'est pas pensable sans une route intelligente, là j'emploie le terme, ou une ville intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit dans sa voiture des signaux ralentissez, tournez à droite, ne tournez pas à gauche, sens interdit, mais il faut que ces signaux soient remplacés en signaux numériques pour que la voiture les comprenne. Et par conséquent, la voiture connectée est inséparable, on l'oublie trop souvent de le dire, de la ville numérique et de la route numérique. Dans la route numérique, c'est une route sous laquelle passe toute une série d'informations qui vont vers la voiture et qui lui permettent d'être intelligente. Sinon, une voiture connectée, dite robotique, dans un espace vide ou vierge, ou même sur du verglas, ou avec une route avec plein de trous, c'est plus du tout la même chose. Donc il faut que l'information intelligente puisse être envoyée à la voiture intelligente pour qu'elle le soit vraiment. Alors justement, tu parlais du smartphone. Je partageais mon expérience de Tesla, et c'est vrai que la voiture s'upgrade toutes les 4 semaines. Il y a un nouveau logiciel, etc. Est-ce que, dans cette perspective, tu penses que l'intelligence sera dans la voiture, donc ça sera un objet connecté qui va se connecter aux autres voitures, ou est-ce que plutôt l'intelligence va être dans le cloud avec la multiplication des fréquences 4G, 5G qui seront dans la voiture? Alors c'est pas ou, c'est et, c'est dans les deux. Il y a de l'intelligence et de plus en plus, je l'ai dit, 100 millions de lignes de code dans une voiture. Il y a aussi le cloud autour de la voiture. J'ai parlé de la ville intelligente. Mais je pense que le plus important, c'est qui vont être les constructeurs, les développeurs et ceux qui vont créer de la valeur ajoutée dans ces voitures intelligentes. Qui? Alors ça, c'est une grande question, me semble-t-il, pour le futur de l'automobile. Beaucoup de grands constructeurs, il y en a dans la salle évidemment, de grands constructeurs, on ne va pas les citer, se disent, nous, on est des constructeurs, on sait produire en série des quantités de choses, on va adopter l'OS, l'operating system, des voitures à toutes ces nouvelles fonctions, à ces téléchargements, à ces updates, à cette mise à jour, comme un ordinateur. Sauf que, pour faire ça, il faut aussi une expérience digitale, une expérience numérique, si vous voulez. Et ce sont des gens qui ont cette expérience numérique qui vont être les meilleurs pour faire des OS. Alors, ça, c'est le grand défi, me semble-t-il. Est-ce que ce sont des GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, ou Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, ceux qui utilisent leurs clients pour mettre à jour leur plateforme et créer de la valeur ajoutée sur leur plateforme qui revendent à d'autres? Tout le principe du big data, c'est que toutes ces boîtes que je viens de citer, GAFA ou Natu, enfin des boîtes, des ensembles, des conglomérats de boîtes, ce sont des plateformes qui utilisent l'intelligence collective de leurs clients pour créer de la valeur ajoutée chez eux qui revendent à d'autres. Principe boule de neige. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui vont être ceux qui vont créer la valeur ajoutée de la voiture du futur, espèce d'énorme smartphone pour télécharger plein d'applis dont je peux faire la liste, mais là je ne la ferai pas, vous pouvez l'imaginer, à la fois des applis de loisirs, des applis de sécurité, des applis de confort, des applis de facilité de conduite, ou même pour vérifier si les gens ne sont pas en train de s'endormir au volant, etc. Je passe là-dessus. Eh bien, à mon avis, c'est déjà commencé. Le grand challenge, la grande concurrence, elle est sur le fait que GAFA ou les équivalents sont déjà en train de se positionner pour piquer la valeur ajoutée chez les grands constructeurs et le faire mieux que eux. Et ça, c'est un vrai défi pour l'avenir. C'est une véritable concurrence qui est en train de se mettre en place. Et il faut faire attention, industrie automobile, ne vous faites pas ubériser. Vous risquez d'être bouffé de l'intérieur parce qu'il y a de plus adaptable, de plus mobile. Je te parlais tout à l'heure de nu-mobilité plutôt que automobilité, le numérique de la voiture. Donc attention. Justement, le fait que la voiture devient moins un point d'entrée, on redéfinit la mobilité intelligence. Je vais d'un point A à un point B, je peux marcher, je peux prendre Blablacar, je peux louer une voiture chez Europcar, je peux partager. Comment est-ce que tu vois le paysage dans les 5 prochaines années au niveau de la mobilité, où la voiture finalement n'est plus le moyen pour se déplacer, mais un des moyens, et l'utilisateur ou la personne qui veut se déplacer va avoir une palette. C'est ce que je crois a fait Ford ou General Motors aux États-Unis, où ils s'intéressent beaucoup plus à transporter les gens d'un point A à un point B qu'à vendre des voitures.
Alors, j'aime bien le terme de palette. C'est Car as a Service. Je reprends ton terme de palette que je trouve très bon. Moi, j'utilise le terme de transmobilité numérique durable. Ce que j'entends par la transmobilité, c'est le fait de pouvoir passer d'un système de mobilité à un autre. Et en passant, je vous rappelle, peut-être que vous l'oubliez de temps en temps, mais ce qui est vrai, c'est que le Vélib ou l'Autolib, ce sont des moyens de transport individuels, mais collectifs. Si vous réfléchissez une seconde, à Paris, quand il fait beau, hier avec la journée sans voiture, dimanche à Paris, il y avait des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens en Vélib, mais ces gens sont individuellement sur leur Vélib en train de pédaler, mais ensemble, c'est un système de transport collectif, grâce au numérique. Il faut bien réfléchir à ça. C'est que le numérique permet de trouver la place où on va mettre son Vélib ou sa voiture, sa Blue Car. Le numérique me permet de payer, le numérique me permet de communiquer. Et donc, un transport individuel devient un transport collectif. Maintenant, la transmobilité, c'est d'assurer qu'un grand service, par exemple un transporteur routier ou les nouveaux cars ou la SNCF, donne aux gens dans leur service la possibilité, à arriver quelque part, de changer de véhicule, par exemple de passer d'un train à une voiture louée électrique, puis d'une voiture louée électrique à un vélo, retrouve sa famille en vélo électrique à un certain endroit, et tout ceci grâce au numérique. Donc transmobilité durable. On a parlé rapidement de la ville intelligente, j'ai dit les critiques que j'avais sur le Smart City, mais enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est la Smart Grid. La Smart Grid se met en place dans le monde entier, et heureusement la France, qui malgré l'extraordinaire système pyramidal représenté par l'EDF, est devenue quand même un des pays les plus en avance sur les Smart Grids dans le monde, et se préoccupe beaucoup de connecter les Smart Grids entre elles en Europe, de faire du roaming des Smart Grids. Ça veut dire que la voiture, plus la Smart Grid, devient non seulement un système de connexion à l'environnement intelligent, mais un système de stockage. Je vais employer un terme un peu bizarre, ça va vous faire rigoler, enfin peut-être pas, mais pour moi la voiture devient de plus en plus une BSM, ce qui veut dire une batterie sociétale mobile. Une batterie sociétale mobile, ça veut dire que c'est votre voiture à vous, mais comme elle est 95% de son temps en stationnement dans un garage ou sur la route, si vous la branchez sur la Smart Grid, vous pouvez à ce moment-là le transformer en un système de stockage d'électricité revendable à d'autres, ce qu'on appelle en anglais V2G, Vehicle to Grid. En Amérique, on a calculé que quelqu'un qui revendait de l'électricité de sa voiture, qui reste, je le répète, 95% de son temps en stationnement, pouvait se faire 3 000 à 4 000 $ par an. Pourquoi ? Parce que, faites le calcul rapide, une voiture stocke 10 kWh d'électricité, une batterie de voiture. Imaginez qu'il y a 1 million de voitures électriques, ce qui est prévu pour 2022, notamment dans notre pays, ce qui est peut-être beaucoup ou pas assez, mais 1 million multiplié par 4 kWh, ça fait 4 GWh. Potentiellement, pas tous en même temps, mais 4 GWh, c'est 4 réacteurs nucléaires. Donc il y a une capacité de stockage dans les voitures qui est énorme, à condition de savoir bien l'utiliser. Donc Smart Grid, plus voitures, plus transmobilité durable, c'est un événement très important dans les années à venir et une piste à explorer pour les constructeurs et les vendeurs de valeur ajoutée numérique dedans. Alors, tu t'es intéressé, depuis que je te connais, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et aussi à tout ce qui est les machine learning. Est-ce que ces technologies vont émerger, se développer, et est-ce que vont induire des ruptures ? Alors, la véritable rupture, ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle. Moi, je dis qu'on en parle beaucoup trop. J'ai moins peur. Les gens en ont peur. Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking. D'ailleurs, c'est dans mon livre. Vous verrez tout ça. Je les critique. Je me permets de critiquer Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, qui ont une vision malthusienne en pensant que le cerveau va se développer comme ça et l'intelligence artificielle comme ça. Et donc, l'intelligence artificielle va dominer les humains. Je dis exactement le contraire dans mon livre. Je dis qu'on va vers une intelligence augmentée, c'est-à-dire avec les outils qu'on a forgés numériques, avec les robots, plus l'intelligence artificielle, plus le système planétaire qu'on a créé, qu'on appelle l'écosystème numérique, nous pouvons devenir hyper-humains, pas transhumains,
mais hyper humain, c'est-à-dire beaucoup plus humain que nous le sommes aujourd'hui, parce que tout un tas de routines sera fait et on pourra développer dans notre cerveau toute une autre série d'activités. Donc, cette histoire d'intelligence répartie, elle sera dans la voiture et elle sera en dehors de la voiture. Mais surtout, il ne faut pas penser à intelligence artificielle, il faut penser ce qu'on appelle deep learning. Le deep learning, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, parce que le deep learning est un système adaptable, travaillé par tout le monde. Google a DeepMind, qui reconnaît la voix, reconnaît les visages, reconnaît l'écriture manuscrite, et ceci va être un incroyable atout dans la voiture du futur, à condition que la voiture connectée, et ça c'est peut-être une question que tu voulais me poser, revienne à l'humain. Oui, en fait, c'est parce que tu t'es intéressé dans tes publications à la technologie, mais aussi à des problèmes anthropologiques, sociologiques et ethnologiques. Et quid du dilemme, la voiture connectée doit arbitrer entre je me fracasse contre un arbre ou je sauve la vie d'un enfant. Qui va arbitrer ça? C'est un faux dilemme binaire, comme toujours. C'est toujours entre les deux et entre les trois. Hein. Mais comme toujours, c'est ni oui ni non, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire que l'intelligence de la voiture aidera à répondre à cette question-là. Et le deep learning, il le sert. Mais je reviens à l'idée du retour à l'humain. Je pense que plus la voiture va se robotiser, plus nous serons entourés de robots, et plus nous irons vers ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Nous serons, et le terme n'est pas trop fort, de plus en plus en symbiose avec les outils numériques que nous aurons autour de nous, dont la voiture, et en symbiose avec l'écosystème numérique dans lequel nous sommes connectés. Nous serons de plus en plus en permanente par les outils métables. Pas seulement les outils portables, mais les outils métables qui sont sur notre corps. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon dernier livre. J'en ai parlé dans L'homme symbiotique, pour ceux qui s'en souviennent, en 1995. Donc la notion de symbiose va être extrêmement importante dans l'écosystème numérique. Mais la question, c'est est-ce que dans ce robotisme à outrance, il y a un retour possible à l'humain? Ma réponse est oui, de prospectiviste, puisque j'étudie beaucoup cette question-là et j'ai lu pas mal de travaux récents dessus. Je vous donne l'exemple de Toyota, pour ne pas la nommer. Toyota va aussi, comme les autres, vers la voiture connectée. Mais ils ont créé une voiture hybride, pas au sens du moteur hybride. Ils étaient avant tout le monde avec un moteur à essence et électrique. Non, une voiture hybride homme-machine. Ça veut dire, je vous donne un exemple, je vais faire un petit scénario. Vous êtes dans votre voiture robotique sur une autoroute, près de la sortie d'une ville, vous êtes en train de jouer aux cartes ou regarder des vidéos avec votre famille derrière. Puis tout d'un coup, vous vous souvenez que c'est l'anniversaire de votre maman. Il faut absolument tourner de la direction vers laquelle vous allez. Il faut changer la route. Et là, Toyota permet et travaille dessus à ce que la voix, les gestes interrompent absolument la robotisation de la voiture. Et si vous dites non, comme un geste comme ça, non, à droite, tout de suite à droite, allez à l'adresse 33 avenue machin truc, j'ai besoin d'aller voir ma mère, vous retrouverez son adresse. Et là, le robot s'arrête. Retour à l'humain. On revient à l'humain. Et ça, je pense que cette notion-là est fondamentale dans les années à venir, le retour à l'humain au-delà du numérique. Alors justement, pour conclure, une question rapide. Google est toujours très en avant surtout. Il s'intéresse au vivant, au transhumanisme. Est-ce que pour toi, on doit y voir un danger absolu? Ou est-ce qu'au contraire, on doit garder confiance dans les progrès que Google peut apporter à Google ou ses pairs, les GAFAs, d'une manière générale? Alors, je ne vais pas dire que c'est un danger absolu que les gens de Google soient transhumanistes. J'ai déjà dit, je viens de le dire à la radio ce matin, que pour moi, le transhumanisme, je critique l'idéologie transhumanisme, pas le transhumanisme qui nous permet de réfléchir à comment vieillir moins vite et vivre plus longtemps. Ça, ce n'est pas le problème. L'idéologie transhumaniste, je la trouve égoïste, élitiste et narcissique. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur l'individu. Alors que le futur, c'est se concentrer sur la collectivité des humains entre eux, collaborant entre eux par les réseaux et connectés, ce que j'ai appelé l'intelligence augmentée. Donc que les gens de Google soient transhumanistes ou Ray Kurzweil le soient, ça m'est égal, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait par contre beaucoup plus peur, c'est quand Google commence à stocker les gènes des gens dans des banques de données gigantesques. Pourquoi faire? Et l'approche est très bonne, la médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée, proactive, c'est-à-dire une médecine qui, grâce à tous ces gènes accumulés, va permettre de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre certaines maladies et donc de trouver éventuellement des remèdes grâce aussi au deep learning pour traiter ces maladies. Donc ça, c'est à la fois un potentiel, le big data, et un réel danger. Quant à coupler le transhumanisme et l'intelligence artificielle, ça ne me fait pas du tout peur parce que j'ai beaucoup moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise naturelle.
Sur ce bon mot, merci beaucoup Joël d'avoir pu lancer le débat. Et le 5 octobre, donc le livre qui est déjà sur le net.